Bien, on va commencer le questionnaire sur les matrices. Il est important de connaître, bien sûr, la formule du calcul du produit matriciel. En gros, il y a une espèce de relation de Chasles quand vous multipliez deux matrices A par B. D'abord, il faut qu'elles soient multipliables, c'est-à-dire que le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B. Et ensuite, vous avez une espèce comment dire, ça peut faire penser à une relation de Chasles, quoi. Vous avez euh, si vous appelez C la matrice A fois B, à partir du moment où elles sont multipliables, vous avez que CIK, c'est égal à une somme des AIJ, BJK. Voilà. Après, bon, là, les J varient évidemment de là où il faut. Justement, c'est exactement l'ensemble commun qui correspond au nombre de colonnes de A et au nombre de lignes de B. Voilà. Faut aussi connaître, c'est bien de connaître la multiplication des matrices élémentaires. Vous avez une base canonique hein, dans l'espace des matrices, et cette base canonique, ce sont les matrices élémentaires EIJ, où on a mis un 1 en ligne I, colonne J, et des zéros ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est bien de savoir comment ces matrices, donc ça, évidemment, c'est une base canonique, hein, on peut dire que c'est la base canonique de l'espace des matrices. On a la chance d'avoir un espace muni d'une base canonique. Et donc, c'est intéressant, puisque c'est en plus de ça une algèbre, lorsqu'on a des matrices carrées, eh bien, de savoir les multiplier. Donc, EIJ fois EKL, eh bien, il y a encore une relation de Chasles. Il faut que J soit égal à K pour que ce soit non nul. Et dans ce cas-là, ce sera EIL. Donc finalement, EIJ fois EKL, c'est égal à delta JK fois EIL. Ça, c'est quand même très intéressant à noter, surtout quand on doit multiplier des très grosses matrices avec beaucoup de zéros, où il est plus rentable d'écrire les matrices, de les développer dans la base canonique, plutôt que de faire le produit à vue, en quelque sorte. Il y a aussi, parmi les choses un peu préliminaires quand on commence les matrices, comment elles interviennent hein, dans les applications linéaires. Et c'est important quand vous avez un espace E et un autre espace F, muni d'une base petit e pour E et F muni d'une base petit f, et bien que à toute application linéaire de E dans F, on va associer une matrice qui va caractériser cette application linéaire, et, mais qui dépend drastiquement des bases petit e et petit f. Donc c'est la matrice de l'application linéaire U dans EF, et puis c'est les colonnes hein, de U de EI dans la base FI. Et on retrouve cette matrice hein, en concaténant les colonnes. Voilà, bon, vous connaissez tout ça certainement, mais en tout cas, c'est bien d'en parler avant, de dire ce qui est important. Alors, on va commencer le questionnaire vrai-faux. Vous pouvez le regarder déjà et essayer de le faire. J'ai trouvé qu'il y avait une question difficile. Vous... Alors, on y va. La dimension de l'espace des matrices triangulaires supérieures est n plus 1 sur 2. Oui, vous savez, n plus 1 sur 2, c'est un nombre triangulaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah oui, parce que c'est engendré par justement les matrices élémentaires EIJ. Alors, comme c'est des matrices triangulaires supérieures, ce qu'il faut, c'est que J soit supérieur ou égal à I. Et donc, on cherche des couples IJ avec 1 inférieur ou égal à I, inférieur ou égal à J, inférieur ou égal à N. Bah, ça, c'est les nombres triangulaires, donc c'est Nn plus 1 sur 2.
Donc, on a bien le bon nombre. La dimension de l'espace des matrices symétriques est n plus 1 sur 2. Oui, pareil, on a comme base EII, voilà, et ensuite les EIJ plus EJI avec I différent de J. Donc pareil, ça, on montre facilement que c'est une base. Vous voyez à quel point on se sert souvent de ces matrices élémentaires. Il existe une base de Mn de R composée de matrices de rang 1, oui. Bah oui, puisque les matrices élémentaires sont de rang 1. Qu'est-ce que c'est que le rang d'une matrice? Ben, c'est la dimension engendrée par l'espace colonne. Et l'espace des colonnes de la matrice EIJ, l'espace engendré par les colonnes, eh bien, ça va être quoi? Ben, ça va être juste le vecteur, on va dire E petit ei de la base canonique de Rn. On aurait pu dire ça aussi sur un autre corps, n'importe quel corps. On aurait pu aussi dire ça pour des matrices rectangulaires. Hein. Il existe une base de Mn de R composée de matrices inversibles. Alors c'est celle-ci que j'ai trouvé quand même un petit peu difficile. Hein. Par rapport au niveau, je ne dis pas par rapport au niveau de la grecque, hein, mais quand même par rapport au niveau général, où on fait ce genre de choses, parce que c'est un cahier de vacances, on est quand même en vacances, quoi. Hein. Pas là pour se prendre la tête. Alors bon, d'abord, on est dans Mn de R. Donc la réponse, ça va être vrai, mais bon, ça demande quand même un certain nombre de réflexions, puis de réflexions au pluriel, parce qu'il y a plusieurs approches. D'abord, on peut se dire, tiens, on est sur Mn de R, et sur Mn de R, on veut des matrices inversibles, et on veut une base de matrices inversibles. Alors, vous le savez certainement, hein, vous avez le théorème de la base extraite, qui vous dit que si vous avez une famille génératrice de matrices inversibles, alors vous pourrez en extraire, même si elle est infinie, hein, parce que là, Mn de R est de dimension finie, donc vous allez pouvoir en extraire une base. Donc vous avez ce théorème de la base extraite. Donc on cherche là maintenant une famille génératrice. Et une famille génératrice, peut-être certains savent, donc là je vais donner une première méthode que j'aime bien, qui utilise la topologie de Mn de R. Peut-être que certains savent que GLN de R, donc le groupe, parce que c'est un groupe, hein, des matrices inversibles, est un ouvert de Mn de R. Alors pourquoi c'est un ouvert? Parce que c'est l'ensemble des matrices telles que le déterminant de A est différent de 0, et donc c'est la préimage de R étoile qui est un ouvert par une application continue qui est le déterminant, qui est continu parce que c'est un brave polynôme à plusieurs variables. Alors, donc, du coup, à partir du moment où c'est un ouvert, bah, chaque élément va avoir un voisinage ouvert. Donc, chaque matrice inversible, il va y avoir un voisinage ouvert de matrices inversibles. Et, par exemple, prenons l'identité qui est inversible. Donc, il va y avoir un voisinage de l'identité, donc une boule, par exemple, une boule ouverte autour de l'identité, constituée de matrices inversibles. Donc, bon, ça veut dire que une boule, d'accord, bah forcément, une boule ouverte, ça engendre tout un espace, hein, d'accord. Donc, on a notre famille génératrice. Si vous voulez vous convaincre qu'une boule ouverte ici, dans ce cas précis, bah, vous allez prendre identité, la matrice identité, plus alpha EIJ, et bien voilà,
pour un certain alpha assez petit, hein, plus petit que le rayon de cette boule dont on a parlé, eh bien, identité plus alpha EIJ va être inversible. Donc maintenant, comme ça va être vrai, quel que soit IJ, ben, vous allez avoir que la famille identité et tous les identités plus alpha EIJ, pour alpha choisi assez petit pour que ça rentre dans la boule, eh bien, ça va être une famille d'éléments inversibles. Mais j'affirme que ça va être une famille génératrice, puisqu'on peut tirer par combinaison linéaire de cette famille, parce que j'ai rajouté l'identité. Hein. J'ai pris identité et j'ai pris tous les identités plus alpha EIJ. Ben, je peux tirer de là, par combinaison linéaire, tous les EIJ. Alors bien sûr, les alphas, ils sont non nuls hein, pour pouvoir diviser par alpha. Hein. Et donc, j'ai tiré une famille génératrice, en même temps une base, EIJ, et donc la famille de départ est génératrice. Et après, j'ai plus qu'à appliquer le théorème de la base extraite. Alors, peut-être une autre méthode, celle-là, elle marcherait pour tout corps, sauf que, alors attention, parce qu'il y a quand même bon, si vous réfléchissez un petit peu, vous voyez que si on prend l'espace M2, donc les matrices 2,2 à coefficient dans le corps à deux éléments, eh bien, ça ne marche pas. Il n'existera pas de base composée de matrices inversibles à cause de la diagonale. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais récupérer, à partir des matrices inversibles, les éléments E11 et E22. Voilà, les éléments diagonaux, par exemple. Donc ça, bon, vous pouvez essayer de vous en convaincre en dimension 2, c'est assez rigolo. Mais si vous avez déjà 3 éléments, alors c'est bon. C'est-à-dire que vous voulez une famille génératrice de matrices inversibles. Donc vous supposez que vous avez 2 éléments non nuls, donc ça fait au moins 3 éléments dans le corps, hein, donc 2 éléments non nuls, et par exemple vous prenez 2 et 1, donc vous avez 2, 1, et puis vous regardez la diagonale avec 2 et que des 1, ensuite 1, 2 et que des 1, et ensuite vous baladez votre 2 comme ceci, et là c'est très facile, avec ces matrices-là, donc ce sont des matrices diagonales avec que des 1, sauf un seul 2 placé sur la diagonale, de récupérer par soustraction les matrices élémentaires diagonales. Voilà. Ensuite, si vous voulez récupérer les matrices non diagonales élémentaires, donc les EIJ avec I différent de J, à partir de matrices inversibles, alors là, c'est plus facile. Vous prenez identité plus EIJ et identité. Alors, identité plus EIJ, comme I est différent de J, ben ça va être inversible. Alors, vous le savez, peut-être, vous avez une matrice triangulaire, c'est une matrice triangulaire, avec que des 1 sur la diagonale, et donc le déterminant il est égal à 1, et ça va être inversible, parce que 1, il est différent de 0. Voilà. Donc, on fait le bilan, on prend les matrices inversibles suivantes. Identité, identité plus EIJ avec I différent de J, et ces matrices identité plus EII, d'accord, qui va à partir du moment où 1 et 2 sont non nuls. Donc, parce que je suis parti sur n'importe quel corps là maintenant, ça y est. Alors, donc, on a fait la liste d'une famille d'inversibles dont on peut extraire par combinaison les matrices élémentaires. Donc, c'est une famille génératrice, et de cette famille génératrice, en plus elle est finie, celle-ci, c'est pas comme quand on avait des boules, hein. Donc cette famille génératrice, on peut en extraire une base. Donc la réponse est oui, à partir du moment où le corps possède au moins 3 éléments.
Alors, si une matrice A de Mn de R est non inversible et de dernière colonne non nulle, alors la dernière colonne de A est combinaison linéaire des autres colonnes. Ben non, hein, c'est bizarre d'ailleurs comme question. Elle est non inversible. Bon, alors je vais prendre 0, la matrice en colonne, hein, de 2, hein, 0, 0, 1, 1, bon, par exemple. Donc elle est non inversible, puisque voilà, elles sont déterminants et nuls. La dernière colonne est non nulle, puisque c'est 1, 1. Et la dernière colonne de A n'est pas combinaison linéaire des autres colonnes, puisque les autres colonnes, il n'y en a qu'une, c'est 0, 0, et 1, 1 ne sera jamais combinaison linéaire d'autres colonnes. Donc ça, c'est faux. Alors peut-être que, en fait, qu'est-ce qu'il aurait fallu dire pour que ce soit juste? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si elle est non inversible, alors les colonnes sont liées. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. D'accord? Il y a une relation linéaire entre les colonnes. Pourquoi? Parce que le sous-espace vectoriel engendré par les colonnes est de dimension, le rang de la matrice, qui est strictement plus petit que n. Voilà. Donc, les colonnes sont forcément, elles ont une relation de liaison, puisqu'elles seraient libres et elles engendreraient un sous-espace de dimension n, et donc elles engendreraient Rn. Voilà. Donc là, il ne faut pas confondre, les colonnes ont une relation de liaison non triviale, et la dernière colonne est combinaison linéaire des autres colonnes, ça non. D'accord? Parce que dans une combinaison linéaire, on peut avoir des facteurs qui sont nuls et qui nous empêchent d'obtenir un vecteur en fonction des autres. Alors on continue, le produit de deux matrices triangulaires est une matrice triangulaire. Alors dit comme ça dépend. J'ai envie de dire non. Si on a deux matrices triangulaires supérieures, le produit est une matrice triangulaire supérieure. Pareil, en remplaçant supérieur par inférieur. Par contre, une matrice triangulaire supérieure par une matrice triangulaire inférieure, ça ne va pas donner une matrice triangulaire. Donc, dit comme ça, je dis non. Les matrices diagonales de Mn de R commutent avec toute matrice de Mn de R. Non, ce sont les matrices scalaires, donc, où les diagonales sont tous les éléments. Donc, elles sont diagonales, mais tous les éléments de la diagonale sont égaux. Alors là, ça commute. Donc, c'est la droite engendrée par l'identité qui commute avec toute matrice. Sinon, vous prenez par exemple la matrice diagonale 1, 0, donc la diagonale c'est juste un 0, et vous voyez qu'elle ne commute pas avec la matrice de permutation non triviale, c'est-à-dire la matrice 0, 1, 1, 0. Pourquoi? Parce que quand on conjugue la matrice de permutation sur la matrice, donc la matrice de permutation, on va l'appeler P, donc c'est 0, 1, 1, 0. Notre matrice diagonale, on va l'appeler D, c'est donc 1, 0, 0, 0. Et bien, quand on va faire P, D, P-1, forcément, c'est une matrice de permutation qui agit, donc elle permute la base, et donc ça va donner forcément, on n'a pas besoin de faire le calcul, quoi. On sait que ça va donner 0, 0, 0, 1, puisque ça va nous donner une permutation de la base. C'est comme si on transformait E1 en E2 et E2 en E1. Donc finalement, on va bien tomber là-dessus. Et le fait que P fois D fois P-1 soit différent de D va faire que P ne commute pas avec D. Donc c'est faux. Pour toutes les matrices AB de Mn de R, la trace de AB est égale à la trace de A fois la trace de B. Bon, non, vous prenez AB, A et B égaux tous les deux à l'identité.
ça fait trace de identité, donc ça fait n, égale trace de A, donc c'est identité, donc ça fait encore n, fois la trace de B, donc encore n, donc ça fait n égale n2. Et vous voyez que n égale n2, ça implique que n égale 0, donc ça veut dire qu'on est en dimension nulle. Bon, alors en dimension nulle, on peut imaginer que c'est vrai. Hein. Et n égale 1, donc on est en dimension 1. Et en dimension 1, c'est vrai, parce que A fois B, c'est égal à A fois B. Bon, voilà. Donc si n égale 0 et 1, ben on voit que c'est une condition nécessaire et suffisante pour que ce soit vrai. Mais là, dit comme ça, c'est faux. Alors pour toute matrice AB de Mn de R, trace de AB est égale à trace de BA. Oui, on a même plus hein, que toute forme linéaire qui vérifie ça, c'est à scalaire près, scalaire multiplicatif près, ben, la forme trace. Ça aussi, c'est une propriété fondamentale de l'espace des matrices. Alors ensuite, pour toute matrice A dans MNP, B dans MPN de R, trace de AB égale trace de BA. Alors on voit que ces matrices sont multipliables. A est multipliable par B et B est multipliable par A, d'accord, vous voyez, à cause du NP et PN. Donc déjà, l'égalité a un sens. Maintenant, bon, c'est moins connu, mais c'est vrai quand même. En fait, quand on calcule trace de AB, ben, si j'appelle C et la matrice AB, ben je cherche la somme des petits CII. Et les CII, c'est des sommes de A, I, K, B, K, I. Voilà. Et donc, on fait une somme de AIK, BKI. Et là, quand on va faire ça, on va avoir une somme de BKI à IK. Donc, en fait, c'est juste une question on a une somme de calcul formel où il suffit de faire une permutation dans la somme. D'accord. Et donc, c'est de la commutativité, de la multiplication, de l'addition. Et en fait, on a l'égalité. Donc, c'est une somme pour I allant de quoi à quoi de 1 à N et J allant de 1 à P de AIK, BKI. Et ça marche très bien. Une matrice A est de rang 1 si et seulement si il existe deux colonnes XY non nulles telles que A égale X, Y transposé. Alors là, ça va être vrai. Donc, d'abord, X, Y transposé, donc on a deux colonnes. Donc ça, X est une matrice N1, Y est une matrice N1, donc Y transposé est une matrice 1N. Donc ça va être multipliable, et le produit va bien être une matrice NN. Donc déjà, ça a un sens. Bon, on va peut-être faire la réciproque d'abord. Si ça se met sous la forme A égale X, Y transposé, si j'appelle XI, petit xi, la colonne grand X, et petit yi, J, la colonne grand Y, en fait, A, par définition du produit matriciel, en IJ, d'accord, sa coordonnée IJ, ça va être X, petit x indice I, fois Y indice J. Donc ça, voilà. Donc ça veut dire que les colonnes sont toutes proportionnelles à grand X, avec le coefficient de proportionnalité qui est égal à YJ, hein, si je suis en train de regarder la colonne J. Donc, le sous-espace de Rn engendré par les colonnes de A, comme Y est non nul, eh bien, c'est le sous-espace engendré par X, et comme X est non nul, c'est une droite. Donc, A est bien de rang 1. Maintenant, réciproquement, si A est de rang 1,
alors le sous-espace engendré par les colonnes est engendré par un seul vecteur, colonne, que je vais appeler x, et donc toutes les colonnes sont proportionnelles à x. Donc comme c'est de rang 1, c'est engendré par x, x non nul, et comme tout est proportionnel à cette colonne grand X, qui est non nulle, eh bien, il va y avoir un coefficient de proportionnalité. Chaque colonne CJ de A va être sous la forme YJ fois X, et donc on obtient notre colonne grand Y. Et Y est non nul, parce que si c'était nul, alors A serait nul et ne serait pas de rang 1. Voilà, donc c'est vrai. Celle-là aussi, elle n'était pas très facile, mais elle est classique. Après, on peut se poser la question de l'unicité de x et y. Ben, x est unique, évidemment, à scalaire près. Et donc, y, du coup, ce sera unique modulo l'inverse de ce scalaire. Alors, soit A dans GLN de R, alors la transposée de A est dans GLN de R. Alors, ça, c'est pas du tout un truc évident, en fait. Hein. C'est un truc assez profond. Ça provient de la dualité ou ça provient du déterminant. Alors, dans la dualité, ça provient du fait que A transposé, si A, c'est la matrice dans une certaine base d'un endomorphisme U, alors A transposé, ça va être dans le sens du dual, hein, la matrice dans la base duale de U transposé. Donc U transposé qui a une définition, et il se trouve que le rang de U transposé est égal au rang de U. Donc ici, on est encore dans GLN de R. Voilà, c'est presque là immédiat avec ça. Après, il y a un autre truc, c'est avec le déterminant, c'est que le déterminant de A transposé est égal au déterminant de A. Ça peut paraître plus... Ouais, ça peut paraître plus rassurant, hein, parce qu'on a un outil déterminant qui est un outil calculatoire, mais l'autre est un outil théorique aussi intéressant, la dualité. Et A transposé moins 1 est égal à A moins 1 transposé. Ben oui, parce que si vous écrivez B, si vous posez B égale A puissance moins 1, qui existe parce que A est inversible, hein, donc vous avez AB égale l'identité, est égal à BA aussi, puisque quand AB est égal à l'identité, alors BA est égal à l'identité. Ça, c'est une propriété typique des matrices carrées. Hein. Et donc, vous prenez la transposée des deux côtés. Comme la transposée de l'identité, c'est l'identité, ben vous allez voir que B transposé sera l'inverse de A transposé. C'est exactement ce que cette formule dit. Voilà. Donc, on a terminé. Et on va passer dans un deuxième temps à d'autres questions, hein, mais ce sera pour une prochaine vidéo.